Je suis né un mercredi 3 novembre 1943 à Mérode, actuellement appelée Chilundu. C'est une paroisse catholique située à 60 km au sud-ouest de la ville de Mbuji-Mayi. Mon père était catéchiste à la paroisse et il aidait de temps en temps les missionnaires à traduire les textes bibliques ainsi que certaines chansons religieuses. Ma mère s'occupait de la propriété de la paroisse. C'est vous dire l'atmosphère dans laquelle j'ai grandi et j'ai étudié. Je suis le 5e enfant d'une famille qui en comptait 12, 6 filles et 6 garçons. Je suis moi-même marié et père de 6 enfants, 2 garçons et 4 filles. Je suis grand-père de 12 petits-enfants. Mes études primaires ont été effectuées à Mérode. À la fin de la 6e année primaire, le père supérieur de la paroisse ainsi que le père supérieur ou directeur de l'école primaire me conseillèrent de choisir le petit séminaire de Kabwe. Offre que j'avais déclinée, c'était surtout grâce à mon grand frère qui m'avait demandé de choisir plutôt le collège de Kampondé. Mais nous avions déjà une religieuse dans la famille. Et aujourd'hui, de temps en temps, je me pose la question, si j'avais accepté l'offre des missionnaires, je serais prêtre aujourd'hui et peut-être cardinal, pourquoi pas. L'idée de devenir prêtre n'était pas née ex nihilo. Mes parents lissaient beaucoup de cette idée depuis très longtemps, mais ce n'était pas possible et grâce surtout à la vigilance de mon grand frère. Après la 6e primaire, je devais effectuer la 7e primaire parce qu'en ce moment-là, le gouvernement colonial tenait à ce qui est équivalence entre le diplôme obtenu au Congo belge et le diplôme obtenu dans la métropole. Après donc, la 7e primaire, j'ai dû aller au collège de Kampondé, qui était un collège scotiste très renommé dans la province du Kasaï. Là, j'avais commencé les humanités gréco-latines, mais j'ai dû les interrompre en 1960, 2 années après, parce qu'il y a eu des troubles après l'indépendance. J'ai dû chômer pendant 1 an et en 1961, le collège Saint-Pierre de Mbuji-Mayi ouvrait ses portes et nous fûmes les premiers élèves. Mais j'ai dû changer d'option parce que au collège de Mbuji-Mayi, il n'y avait que des humanités scientifiques A, alors que moi, je venais de faire 2 années de humanités gréco-latines au collège de Kampondé. Donc j'ai été obligé par les circonstances de continuer avec les humanités scientifiques A. Nous étions 13 élèves et on se surnommait 13 immortels. De ces 13 immortels, il n'en reste plus que 2 pour le moment. En 1965, je terminais donc mes humanités scientifiques et fus admis à l'université de Lovanium. Lovanium, c'était un rêve pour tous les collégiens en ce moment-là. Atteindre l'université, c'était comme une certaine tour de Babel. On montait au ciel et on ressemblait un peu au blanc. Le décor était planté. En province, on allait au bureau d'Air Congo pour retirer son billet d'avion. Et quand on arrive en Dili, le bus de l'université et les autorités de l'université vous attendaient pour vous amener à la colline inspirée.
Et là, au home, le gestionnaire vous attendait avec une enveloppe où vous aviez la clé de votre chambre, vous avez l'argent de bourse et les tickets pour la restauration. Il faut dire que la vie à l'université était tout à fait différente de ce que nous avions connu avant. La literie était changée 2 fois par semaine. Il y avait la buanderie et même le lavage à sec. La vie à l'université vous ouvrait de très larges horizons. Les cours magistraux étaient donnés par des professeurs très fiers de l'être, très dévoués. Ils remplissaient intégralement leur trilogie fonctionnelle d'enseignants, de service à la nation et de chercheurs. Ils ne donnaient pas l'air d'être de surhommes. Les étudiants étaient sélectionnés par des critères très rigoureux et ils se comportaient comme de vrais étudiants conscients d'être l'élite de leur pays. À l'université Lovanium, on découvrait, surtout nous qui venons de l'intérieur, on découvrait pour la première fois que nous appartenions tous à ce beau pays qu'est le Congo. L'université était donc le creuset du nationalisme et on évitait tous les ressentiments à caractère tribal, régional ou religieux. Les relations entre les étudiants et les professeurs étaient très courtoises et on n'avait pas cette propension qu'ont les étudiants actuellement de brûler les voitures des professeurs ou de jeter des pierres sur les maisons des professeurs quand ils sont fâchés. Au cours de mes études, j'ai été engagé dans les affaires sociales des étudiants. C'est ainsi que, à une certaine période, j'ai été nommé ministre de la Restauration de l'AGEL, qui était l'Association générale des étudiants de Lovanium. Pour mon travail de fin de candidature, j'ai dû aller à Inongo pour étudier la prévalence de syphilis parmi la population. Pour moi, c'était une expérience inédite parce que c'était pour la première fois que je me rendais dans le Zaïre profond et que je découvrais que le Zaïre était un très beau pays avec son arc-en-ciel culturel. À la fin de l'université, je crois que je peux noter des événements très malheureux, les fameux événements du 4 juin. En effet, en cette période-là, les étudiants étaient les premiers citoyens zaïrois à se rendre compte que Mobutu était en train de prendre la tangente dictatoriale. Et un beau matin du 4 juin, ils descendirent au centre-ville pour faire des manifestations. Il y a eu des tueries, une douzaine. Nous, on a échappé à ces tueries. J'ai beaucoup d'histoires à raconter là-dessus. Après ces événements, l'université fut fermée et les étudiants envoyés manu militari dans leur région d'origine. L'année suivante, lors de la commémoration de la mort de nos compatriotes, collègues étudiants, Mobutu ferma de nouveau l'université et nous enrôla dans l'armée. C'était donc le début de la descente aux enfers de l'université et de l'enseignement supérieur, parce qu'on avait créé une structure un peu hybride que l'on appelait UNASA,
Université nationale zaïroise. Et on avait aussi transféré d'une façon intempestive certaines facultés et certains appareils de labo et certains livres à l'intérieur du pays. Et la plupart de ces livres, de ces appareils ne sont jamais arrivés à destination. Tout ceci se faisait avec la participation d'une ribambelle de professeurs d'université qui conseillaient et entouraient Mobutu. En 1973, j'obtins donc mon diplôme de docteur en médecine, chirurgie et accouchement. Et comme j'avais terminé avec grade, je fus admis comme assistant en médecine interne. En fait, mon premier choix, c'était la radiologie, mais après mon examen de médecine interne, le professeur Rousseau, un Roumain qui dirigeait la médecine interne, me suivit jusque dans ma chambre pour me convaincre de choisir la médecine interne. Et on peut se demander aujourd'hui, quand je suis arrivé en médecine interne, comment j'ai pu choisir la rhumatologie. C'est très simple. Un jour, au cours d'une consultation, je devais examiner une patiente qui avait des lésions dyschromiques sur tout le corps. Et après une longue discussion avec mes encadreurs, aucun diagnostic ne fut collé à cette patiente. Je suis allé donc avec cette patiente voir le professeur Rossetti, qui était le professeur de dermatologie, et il me cita pour la première fois ce mot. Il me dit « ça peut être une maladie auto-immune ». Et je suis allé lire le traité de médecine interne de M. Harrison, que beaucoup d'étudiants connaissent très bien. Et dans ce traité, j'ai lu quelque part que le complément, qui est une protéine plasmatique, pouvait être nécessaire pour le diagnostic des maladies auto-immunes. Donc, j'avais là une patiente qui avait des lésions dyschromiques, qui avait des douleurs articulaires. Les lésions dyschromiques et ces douleurs faisaient penser à une maladie auto-immune. Voilà, c'est comme ça que je me suis intéressé, ou j'ai commencé à m'intéresser à l'immunologie et à la rhumatologie. Mais alors, pendant ma formation, je devais choisir le sujet pour mon mémoire de spécialisation. Donc, j'ai commencé à étudier le complément, mais je n'avais pas d'encadreur. Le professeur Rousseau, qui était le chef du département, me conseilla d'aller voir le professeur Mouyembe dans son labo de microbiologie. Et là, le professeur Mouyembe me conseilla de voir son laborantin pour pouvoir travailler avec lui. J'ai commencé à travailler avec lui et 6 mois après, je n'étais nulle part. Grâce donc au professeur Rousseau, j'ai pu obtenir une bourse d'été pour aller à la KU Leuven. Et nous sommes partis là-bas, nous étions 6. Et je suis resté 3 mois au laboratoire d'immunologie. Et là, j'ai vu beaucoup plus clair mon projet d'étude du complément et des immunoglobulines. En fait, c'était la base de mon grand intérêt pour l'immunologie. Et après ces 3 mois passés au laboratoire, quel fut mon étonnement lors de la séance d'adieu avec les professeurs de la KU Leuven. Le doyen m'appela et me dit « Voilà, vous avez été très estimé par le chef du laboratoire d'immunologie, alors la KUL vous donne la possibilité de continuer votre spécialisation en médecine interne et en immunologie. » Ce qui fut fait. Quand nous sommes rentrés au Congo, après les examens d'aptitude, en octobre 1977, se déclara, non 76 plutôt, se déclara une épidémie à fièvre hémorragique à Yamboukou. Et avec mes amis Kintoki et Miatodila, nous fûmes envoyés à Yamboukou. En fait, on était à 4, mais il y avait un 4e médecin qui était de la région de l'Équateur. Quand on est arrivé à l'aéroport, il a été exfiltré par la population parce que
tout le monde avait peur de se rendre à Yambuku, où il y avait déjà eu plus de 300 morts. Donc, nous sommes restés à Yambuku pendant 1 mois et demi, et après Yambuku, en février 1977, j'ai dû donc profiter de ma bourse de long séjour et me rendre à la KU Leuven. Quand je suis arrivé, je suis resté 1 année au laboratoire d'immunologie. Mais dans mes bagages, j'avais amené 600 sérums dans lesquels j'ai dosé les fractions C3, C4 et C5 du complément, ainsi que les immunoglobulines IgA, IgG et IgM. Ceux qui sont intéressés par ces protéines plasmatiques peuvent consulter mes consultations publiées dans les annales belges de médecine tropicale. J'avais également, avant de partir en Belgique, compulsé les dossiers aux archives des cliniques universitaires pour essayer de savoir si les maladies rhumatismales existaient bel et bien, n'est-ce pas, dans notre pays et aux cliniques universitaires, et si ces maladies constituaient un sujet de préoccupation pour les médecins. En fait, les maladies rhumatismales existaient bel et bien à l'université, aux cliniques universitaires, mais leur fréquence et leur évolution clinique ne constituent pas un grand motif d'inquiétude pour les médecins. Quand je suis retourné en Belgique, mon but était non seulement d'obtenir un certificat en immunologie, mais également de parachever mes études de médecine interne et particulièrement celles de rhumatologie. Mais en Belgique et à Louvain, à ce moment-là, c'était la période où avait déjà commencé la scission de l'Université catholique de Louvain en section flamande et section néerlandophone. Pour le motif que je ne veux pas étaler ici, j'ai dû choisir le côté flamand. J'ai rencontré par hasard celui qui allait être mon mentor plus tard, le professeur Jan de Kweker, qui, au cours d'un repas au cafétéria de l'université, avait remarqué mes publications et il m'a dit, voilà, moi, je vous prends dans mon service pour votre formation en rhumatologie et en médecine interne et je vais vous permettre aussi de préparer votre thèse d'agrégation dans mon laboratoire. En fait, le laboratoire du professeur de Kweker s'occupait de l'étude du tissu conjonctif, de la biochimie donc du tissu conjonctif. Mais une étude très importante qui m'avait permis, qui m'avait ouvert les portes de la recherche fondamentale, quand je suis arrivé, on m'avait demandé d'étudier dans le sérum des malades qui recevaient un produit antituberculeux, la rifampicine, d'étudier pour voir si ces malades produisaient des anticorps anti-rifampicine. J'ai dû développer une méthode, à mon grand étonnement, alors que je n'avais pas beaucoup de connaissances en immunologie, j'ai dû développer une méthode qui a permis de visualiser ces anticorps. Et cette étude avait été publiée dans le Scandinavian Journal of Immunology. Également aussi, les études rétrospectives sur les maladies rhumatismales aux cliniques universitaires avaient été publiées dans Médecine d'Afrique noire. Ma formation clinique était combinée avec ma formation au laboratoire d'immunologie et de biochimie du tissu conjonctif. En fait, on peut se demander qu'est-ce que j'avais trouvé pour ma thèse d'agrégation. Comme mon prédécesseur, le professeur de Kweker, avait étudié le tissu conjonctif, j'ai dû continuer sur la même lancée et j'ai étudié l'os humain, l'os des rats, Wistar, et également l'os des vaches. J'ai réduisé l'os en poudre et j'extrayais le calcium, donc je décalcifiais l'os
avec l'EDTA, éthylène diamine tétraacétique, pour obtenir une partie EDTA soluble et une partie EDTA insoluble. Dans la partie EDTA insoluble, je digérais ce qui était insoluble avec la collagénase pour obtenir la partie collagénase digestible et partie collagénase indigestible. Dans toutes ces parties trouvées, donc, je devais doser le collagène et les protéines non collagéneuses. Je ne vais pas entrer trop dans les détails, mais je dois relever ici les deux grandes découvertes qui ont été faites. La première était que, avec des études de chromatographie et des acides aminés qu'on devait doser dans les différentes parties dont j'ai fait mention tantôt, on a découvert qu'il y avait une partie qui était très riche en acide glutamique, que nous avons appelé plus tard le GLA-protéine. Et c'est cette GLA-protéine qui a été caractérisée plus tard, et pour ceux qui s'intéressent à la biochimie de l'os et à l'étude de l'ostéoporose, a été appelée l'ostéocalcine. La deuxième trouvaille, c'était le fait qu'une protéine plasmatique dont on ne connaissait pas très bien la fonction, nous l'avions retrouvée dans l'os, surtout dans l'EDTA, la partie EDTA soluble. Et cette protéine, que l'on appelle alpha-2-HS-glycoprotéine, était extrêmement concentrée dans l'os, avait une très grande affinité, n'est-ce pas, pour le calcium, ce qui montre que cette protéine intervenait dans la minéralisation osseuse. Le travail à Leuven se faisait dans un climat très agréable. Nous avions des fonds de recherche qui venaient soit de l'université, soit des firmes pharmaceutiques, et nous avions la possibilité d'avoir le personnel technique qui pouvait travailler. Au début, j'avais une seule personne qui m'aidait, mais plus tard, j'ai dû avoir jusqu'à 5 personnes qui m'aidaient et qui étaient payées par l'université pour mes travaux. Ce qui fait que mon travail se faisait dans une atmosphère très, très agréable. En 1982, j'ai obtenu donc mon diplôme d'interniste rhumatologue et également mon certificat d'immunologie. Et en 1984, j'ai défendu ma thèse d'agrégation sur la biochimie de la matrice organique osseuse. Et en juin 1984, j'ai pris mon bateau, le fameux bateau Kananga, pour retourner au Congo. Ce bateau s'est arrêté 3 ou 4 fois avec des pannes de moteur parce qu'il était en train de rendre l'âme. Quand on arrive au Congo, quand je retourne, j'arrive au Congo, la plus grande déception, c'est de se rendre compte que personne ne vous attendait. Ma femme et mes enfants qui m'avaient précédé ont dû aller squatter quelque part chez des amis et des frères. Et pour obtenir la maison que nous occupons maintenant au campus, elle a dû faire un sit-in devant le bureau du recteur Mpeye, qui était recteur en ce moment-là. Moi-même, quand je suis rentré, j'ai dû essayer de trouver un bureau de cette façon, pas très normale. J'ai découvert qu'il y avait une salle où les malades venaient prendre leur douche. Alors j'ai fermé cette salle et j'ai acheté de la peinture, j'ai repeint moi-même avec l'aide de certains peintres du service technique de l'université, et c'est ce bureau qui est resté mon bureau pendant toute ma carrière académique. Alors, malgré toutes ces déboires, n'est-ce pas, en rapport avec mon retour, je me suis mis directement au travail. La première chose, c'était organiser le cours de rhumatologie que je donnais en 2e doctorat.
il fallait organiser également les consultations de rhumatologie, organiser le tour de salle, organiser les journal clubs et enfin créer le service de rhumatologie tel que nous le connaissons aujourd'hui. L'enseignement postgraduate retint également mon attention. J'ai donc organisé des grandes conférences de médecine interne, des conférences mensuelles auxquelles j'ai invité tous les internistes de la ville de Kinshasa ainsi que tous ceux qui étaient intéressés aux maladies rhumatismales, que ce soit des gynécologues, que ce soit des chirurgiens. Et je me suis mis également à organiser des séminaires en dehors de l'université. C'est ainsi que je me suis présenté à l'hôpital Mama Yemo où j'ai tenu quelques séminaires avec les médecins là-bas et je me suis présenté également à l'hôpital, à la clinique Ngaliema et à Monkole. Dans le domaine de la recherche, nous avons, avec le docteur Bwana Ali, commencé la première étude clinique sur les maladies rhumatismales. Nous avions obtenu la permission du docteur Kapita à Mama Yemo et le docteur Bwana Ali a essayé de voir si dans cet hôpital qui recevait beaucoup de malades, on trouvait des maladies rhumatismales et les résultats de cette étude avaient constitué la substance de son mémoire de spécialisation. Dans le domaine de la recherche également, j'avais essayé de créer un embryon de laboratoire de biochimie du tissu conjonctif. Et le professeur Kalala m'avait offert un bureau dans le département de biochimie. Et c'est grâce à cette collaboration que le docteur Ilunga, qui était en pédiatrie, a dû doser l'hydroxyproline dans les urines des enfants de pédiatrie et cela avait constitué le sujet de son mémoire de spécialisation. Également, le feu professeur Mouchegera a dû également doser le collagène et les glycosaminoglycans dans les tissus des kéloïdes de ces patients et cela a constitué une grande partie de sa thèse d'agrégation. J'avais créé aussi un cadre de concertation que j'avais appelé Connective Tissue Club. C'est un cadre où se retrouvaient tous ceux qui étaient intéressés par la biochimie du tissu conjonctif. Il y avait les rhumatologues, les orthopédistes, les pédiatres, les gynécologues. Tous ceux qui étaient intéressés se réunissaient pour échanger et essayer de pondre des projets d'études. Donc, il faut dire que tout ceci s'est fait dans les conditions où on n'avait aucun fonds d'investissement, Malgré ces difficultés, je peux dire aujourd'hui que nous avons pu former une dizaine de rhumatologues, dont le premier, Dr Bwana Ali. Et puis d'autres, il y en a beaucoup dans la salle ici. Nous avons aussi, grâce à notre enthousiasme, pour le moment, j'ai dû former 14 professeurs d'université, seuls ou avec la collaboration d'autres co-directeurs. Il y a eu également une trentaine de mémoires de spécialisation ou de licence en kiné ou en médecine physique. Durant ma carrière, j'ai occupé également les fonctions décanales. J'ai été vice-doyen chargé de la recherche, spécialisation, agrégation. J'ai été vice-doyen chargé de l'enseignement et j'ai occupé le poste de doyen intérimaire pendant une année, pendant que le
détenteur de ce poste était malade. De cette période passée au décanat, je dois retenir surtout 2 ou 3 choses. La première, c'était la première grande exposition de la production scientifique de la faculté de médecine depuis sa création. Ceci avait connu un très grand succès. Également, j'avais obtenu un viatique. C'était un ensemble de livres qu'on devait accorder aux étudiants finalistes en médecine. Et j'avais obtenu de la banque, grâce à un ami, le docteur Jean-Louis Lamboré, qui travaillait à la Banque mondiale, j'ai pu obtenir donc un grand lot de livres pour notre bibliothèque. Alors, on peut se demander comment m'est arrivée l'idée de créer des sociétés savantes, surtout la Société congolaise de rhumatologie. L'idée de créer la Société congolaise de rhumatologie, je l'avais depuis la Belgique où j'avais créé un projet appelé Zaïre Rhumatologie. C'était en fait par émulation à d'autres que je voyais, à des Français, à des Belges qui avaient déjà leur société, et même à des Maghrébins, les Marocains, les Tunisiens qui avaient déjà leur société. On se rencontrait très souvent à Paris lors des journées Vigo-Petersen. J'avais même demandé au célèbre Stanislas de Sèze, le grand rhumatologue français, de nous aider à créer la société. Et quand je suis rentré au Zaïre, je crois que cette idée s'est concrétisée d'une façon très formelle. Je dois dire qu'une hirondelle ne fait pas le printemps. J'étais seul rhumatologue. J'ai dû donc faire appel à d'autres, des internistes, des orthopédistes, des chirurgiens, des kinésithérapeutes pour se joindre à moi et créer la Société zaïroise de rhumatologie, SOZARU, qui est à muet maintenant, qui est devenue la Société congolaise de rhumatologie ou SOCIR. Le SOZARU avait organisé toute une série de conférences sur les maladies auto-immunes, une dizaine au total. On l'organisait surtout à l'université ou à Montcollet, où il y avait une très belle structure pour organiser les conférences. Avec le professeur Mbayo, nous avions créé aussi la Société congolaise d'immunologie ou SOCIM, dont je suis président pour le moment, alors que la présidence de la Société de rhumatologie a été cédée au professeur Malemba. Avec l'avènement du professeur Viomé, un Français, à la tête de l'ILAR, International League Against Rheumatism, donc nous avons pu créer la Société africaine de rhumatologie ou AFLAR. Et quand nous avions réuni les personnes au Caire pour une réunion constitutive, j'ai été nommé présidente électe de cette association. Le développement de l'université comprend le développement des infrastructures, l'amélioration de la qualité des professeurs et également l'amélioration de la recherche. Pour ma part, avec la collaboration du professeur Van der Peer, doyen de la faculté de Polytechnique à Leuven, que j'avais connu durant ma formation, nous sommes intervenus énormément dans la création de la structure de communication électronique de l'université, appelée dans le temps Backbone, et qui est en fait le fondement de ce que nous connaissons aujourd'hui comme intranet et Internet. Avec le professeur Jan de Kweker de la KU Leuven, qui était mon promoteur à Leuven, nous avions créé des bourses pour la formation du personnel de relève à l'université de Kinshasa, et certains assistants, certains chefs de travaux en ont profité, dont le professeur Malemba, le professeur Bodi, qui est maintenant médecin directeur, n'est-ce pas, aux cliniques universitaires.
Certains chefs de travaux, grâce à mes relations avec la KU Leuven, ont également fait des séjours à Leuven et il y en a même qui sont devenus, grâce à ces séjours, professeurs d'université. The last but not the least, et pour venir en aide à plus de rhumatisants et pour venir en aide à moi-même, parce qu'il faut dire que quand je suis rentré de Belgique, le salaire d'un professeur d'université était de 25 $ et je ne pouvais pas vivre avec cela. J'étais obligé de créer à mon corps défendant le centre médical qui s'appelle aujourd'hui Polymedica Rheumatica à Limete. Nous sommes fiers de dire aujourd'hui que nous sommes en train de fêter 35 ans de l'existence et que nous avons eu plus de 30 000 malades, nouveaux malades, et plus de 100 000 consultations. Il n'y a pas que de choses réalisées, il y a également des choses que je n'ai pas pu réaliser. C'est par exemple en 1991, comme j'étais élu en 1989 présidente électe, je devais normalement diriger ou organiser le congrès, premier congrès de la FLAR, mais je n'ai pas pu le faire par manque de moyens. J'avais souhaité aussi, ou j'aurais souhaité, créer 3 laboratoires, un laboratoire du tissu conjonctif, un laboratoire d'immunologie et un laboratoire d'immunogénétique, mais je n'ai pas pu le faire. J'avais souhaité également réaliser une grande étude nationale sur l'épidémiologie des maladies rhumatismales, mais cela était un souhait qui est resté un souhait nul pratiquement. J'aurais souhaité aussi avoir 3 professeurs dans les 3 pôles traditionnels universitaires, c'est-à-dire Kinshasa, Lubumbashi et Kisangani, mais cela peut-être que ceux qui viennent après moi pourront le faire. Que puis-je dire à la jeunesse? À la jeunesse estudiantine d'abord. Le chemin de la science est un chemin très long et semé de plusieurs embûches. Le travail bien fait est le seul moteur qui vous permettra d'atteindre votre but. Soyez résilients. La résilience vous permettra de travailler malgré la fatigue, vous permettra de vous battre pour franchir les obstacles, vous permettra de vous relever quand vous tombez et vous permettra de rebondir malgré les échecs et surtout de sourire malgré les soucis. Chers jeunes étudiants, vous êtes l'espoir de ce pays. Bannissez toutes les forces centrifuges qui vous obscurcissent l'esprit et vous empêchent d'aimer et de construire votre patrie. Ces forces centrifuges, c'est comme le tribalisme, le régionalisme, la tricherie et la corruption. À vous, jeunes confrères médecins, à vous, jeunes collègues professeurs, respectez en tout temps et en tout lieu votre serment d'Hippocrate. Aimez votre pays et soyez de vrais patriotes. Aimez ce que vous faites et ce que vous soignez. N'enseignez que ce que vous savez et ne faites que ce que vous enseignez. La trilogie fonctionnelle du professeur vous oblige soit à vous distinguer dans l'enseignement, soit dans la recherche, soit dans le service à la nation, soit dans les 3 domaines à la fois. C'est mon message qui vient du fond du cœur. Merci.